Donc ça y est, on est prête? Ah oui, Alors, super. Donc, pour débuter, en fait, l'idée, c'est que tu présentes ton activité, un petit peu qui tu es, pour que les participants sachent de où tu parles. d'accord. De où je parle, en sens, métaphorique ou, Bien sûr, dans le sens métaphorique, Nadia. et bah, déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Nadia, Nadia Benedetti. Je suis italienne et française. C'est ce qui me caractérise. Française d'adoption, mais depuis 20 ans quand même, d'où mon accent. Et je suis là parce que je suis facilitatrice et facilitatrice en dynamique d'équipe innovante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que j'accompagne les équipes pour qu'elles puissent mieux travailler ensemble, déjà, donc mieux communiquer, mieux interagir, jusqu'à arriver à cette intelligence collective qu'on connaît bien en facilitation. Et moi, je les pousse même un peu au-delà. Je vais vers l'intelligence créative, c'est-à-dire la capacité ensemble à faire face à des changements avec de nouvelles idées et de les transformer, ces changements et ces imprévus, en occasion d'innovation. Donc ça s'est fait comment? Bah, ça se fait par le mélange de plusieurs approches. Donc j'utilise à la fois la facilitation, la formation et parfois les coachings. Et surtout, en fait, la touche que j'ai mis en avant, c'est les jeux. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup les jeux pour faire en sorte que tout ce qu'on doit apprendre pour mieux travailler ensemble, mieux communiquer et mieux et innover, en fait, on puisse le faire dans les plaisirs pour ancrer positivement les changements et sortir en fait de cette perception du changement comme une perte. Donc, je pousse les équipes à faire ça avec une approche play and learn. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est mon approche play and be. Donc, voilà. Donc, les jeux pour apprendre, s'améliorer, mieux travailler ensemble et évoluer vers la capacité à innover au quotidien. Ça, c'est pour donner un peu les contextes et ma petite touche à la facilitation. Alors justement, puisque tu parles de jeu, tu vas nous présenter plus en détail la méthode Lego Serious Play. Et pour en avoir souvent discuté avec toi, play, game, nous en français, on a tendance à toujours appeler ça jeu. Et pourtant, pour toi, il y a une vraie différence entre les deux. Oui, et merci pour la question parce que j'y tiens vraiment beaucoup. Il y a une différence. Nous, on la voit pas parce qu'en français, mais pas qu'en français, dans les langues à racines latines, en fait, il y a qu'un seul mot. En italien aussi, c'est qu'un seul mot, c'est gioco, jeu en français. En anglais, il y a deux mots différents, c'est play and game. Et pour moi, la différence est importante parce que c'est deux choses, c'est vraiment deux concepts différents. Les plays, c'est l'activité ludique, c'est l'effet des jouets, c'est se lancer dans une activité où on prend du plaisir à faire. Les games, ça indique plutôt en fait les jeux en termes des jeux de plateau, donc une activité qui est beaucoup plus structurée avec des règles prédéfinies à l'avance, avec un codage en termes du nombre de participants, en termes de durée, en termes d'objectifs. C'est très très structuré. Et pour moi, ça prend du sens parce que quand on rentre dans les serious play au game, c'est-à-dire tout ce qui est jeu avec un objectif sérieux lié au monde des organisations. Donc souvent, c'est des objectifs plutôt de formation ou des gestions des personnes, des gestions des groupes ou des gestions de management tout court. Bah, ça fait une différence dans la mesure où tout ce qui est jeu serious game, bah, c'est plutôt des jeux vidéo, plutôt des jeux de plateau avec une thématique, un objectif bien défini. Par exemple, faire un business plan ou apprendre des techniques d'argumentation des ventes ou apprendre la planification d'un process et ainsi de suite. Ou par exemple, apprendre les règles de fonctionnement de l'entreprise. Il y a certains jeux vidéo qui sont utilisés comme ça. Alors que les plays est beaucoup plus flou en fait. C'est plutôt un outil qui a un objectif pédagogique ou un objectif de management pour prendre conscience de quelque chose au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, mais c'est beaucoup plus flou dans la mesure où il y a une règle générique. Heu, les règles peuvent varier ici maintenant en fonction de ce qui se passe et même le nombre de participants peut varier. Ce qui permet en fait en session de facilitation d'adapter l'activité en fonction du groupe et aussi en fonction de ce qui se passe. Donc en gros, en fait, autant les games, les serious games, ils se tiennent un peu tout seuls du moment où on comprend les règles du jeu et on sait comment se comporter parce que c'est défini par les règles, ben, on peut les jouer sans un facilitateur. Les plays, en fait, a quand même besoin d'un facilitateur. Et puis pour illustrer un peu tout ça avec des concepts qui peuvent être saisis assez rapidement, je dirais que le play est une activité comme par exemple se lancer la balle
avec comme seule règle de ne pas la faire tomber. Donc, c'est une activité ludique, c'est un vrai jeu. Donc, les gens qui les font prennent du plaisir, ont un enjeu. Donc, l'effet de c'est passer la balle et une règle est respectée. Mais c'est un jeu fluide dans la mesure où on peut rajouter une personne, deux personnes, trois personnes et ça devient beaucoup plus grand. Et puis, on peut rajouter au fur et à mesure des règles. Par exemple, c'est passer la balle avec une seule main ou c'est passer la balle en la tirant vers les hauts avant ou en la faisant passer par terre. Donc, ça commence de manière très fluide, ça c'est les plays, de manière très, pardon, comment dire, floue, ça c'est les plays. Et après, au fur et à mesure que ça se structure, ça devient un game. Donc, de se passer la balle, on passe au jeu du basket, par exemple. Et c'est toute la différence. Très codé, avec des règles précises, connues à l'avance par les participants, avec un nombre de participants défini, c'est du game. Et souvent, c'est un jeu, c'est aussi un artefact. Les plays, c'est plutôt l'activité. Et c'est une activité qui est variable, qui s'adapte vraiment à ce qui se passe en temps réel avec les groupes. Donc, ça a besoin souvent d'un animateur du moment où c'est pas juste deux personnes qui s'amusent, mais c'est plutôt du serious play. Et ça permet voilà, d'apprendre des choses, par exemple, comment mieux interagir pour se passer la balle. C'est aussi une façon d'apprendre à se coordonner ou à se regarder dans les yeux ou à faire attention au non-verbal de l'autre et ainsi de suite. Donc, on peut mettre plein de choses derrière, alors que dans les serious games, c'est plutôt codé. Alors, d'où ça vient cette confusion aussi, mis à part les langages du vocabulaire, le fait qu'il y a un mot pour dire deux choses différentes, c'est lié aussi au fait que les jeux, en tant que concept, est une sorte de casse-tête philosophique et on a encore du mal à trouver une définition, hein. C'est un peu comme pour la facilitation, c'est difficile de définir ce que c'est la facilitation et en même temps, quand on dit facilitation, tout comme quand on dit jeu, on sait de quoi on parle en fait. On sait distinguer si une chose est un jeu ou pas. Mais si je vous demande de définir ce que c'est un jeu, probablement on aura des différentes définitions. Alors moi, mon parti pris, c'est que pour moi, une activité ludique, donc un play et aussi un serious play, mais restons sur le play, est une activité qui a plusieurs caractéristiques, qui doit avoir ces caractéristiques, à vrai dire. Déjà, elle doit être une activité amusante, c'est-à-dire que les personnes qui la font, qui font cette activité, prennent du plaisir à les faire malgré l'effort. Malgré le fait que c'est fatigant de se passer la balle en continu, on est content de les faire. On a du plaisir pour plein de raisons, parce qu'on évolue, parce qu'on apprend à se coordonner, parce que donc voilà, il y a plusieurs choses qui se passent, parce qu'on est en interaction, ainsi de suite. Mais on prend du plaisir. Et ça, c'est important parce que prendre du plaisir, ça veut dire faire un ancrage positif en termes d'émotionnel à l'activité et c'est ce qu'on peut apprendre avec cette activité. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une activité interactive. Donc, c'est une activité où on interagit soit avec quelque chose, mais idéalement avec d'autres personnes. Donc, on n'est pas juste dans l'action, on est vraiment dans l'interaction avec le monde extérieur. Et cette interaction, en fait, nous permet de nous tester aussi. D'où le fait que la troisième caractéristique est l'interaction. Donc, prendre du plaisir, interagir et itérer le jeu, dans la mesure où on commence un jeu, on le fait une fois, mais on peut le reprendre, le refaire, le répéter, en fait, jusqu'à ce qu'on avance justement dans ces jeux, jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Et cette itération, c'est ce qui nous permet d'expérimenter et de nous voir évoluer. Et c'est de là aussi qui vient l'apprentissage et les plaisirs. Après, c'est une activité pertinente dans la mesure où on l'a fait parce qu'elle a du sens pour nous, en fait. C'est pas juste faire pour faire. Même si les jeux, en fait, n'a pas d'objectif en soi, enfin, il a l'objectif du jeu, mais c'est pas... C'est une activité qui pour nous a du sens. Le fait de se tirer la balle, pour nous, fait du sens. Même si à l'extérieur, ça peut paraître improbable, même si la règle qu'on s'est donnée de se tirer la balle sans la faire tomber est une règle absolument inutile, en quelque sorte, mais mine de rien, en fait, pour nous qui sommes en train de jouer, ça fait du sens. Ou le contexte dans lequel on fait cette activité est un contexte qui fait du sens. Donc, c'est ces caractéristiques, en fait, qui définissent un jeu. Voilà, et c'est tout ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la méthode Lego Serious Play. C'est pour ça que c'est une des méthodes qu'on utilise. Et l'enchaînement parfait, Nadia, avec la question suivante. Mais vas-y, raconte-nous un petit peu la méthode Serious Play, son Lego Serious Play, son histoire, d'où elle est née et un peu comment ça marche. Eh ben, c'est
Oui, c'est une méthode qui est née dans les années 90. J'ai pas envie de faire toute l'histoire de la méthode parce qu'on trouve plein d'informations sur cela. Ce qui est important dans l'histoire de la méthode, c'est qu'elle est née au sein de Lego. Et c'est pour ça qu'elle garde cette étiquette, en fait, parce qu'eux, ils sont un peu les parents, en fait, de cette méthode. Elle est née dans les années 90 parce qu'à l'époque, Lego était au bord de la faillite. Ils faisaient face, déjà, ils étaient très dispersés, hein. C'était l'époque où on trouvait les kits des briques, mais on trouvait aussi des jouets un peu maternels comme les petits chiens qui s'étirent et qui bougent la langue. Enfin, on trouvait des tout en fait sous la marque Lego. C'était plus juste les jeux de construction. Donc, c'était un peu éparpillé. Et surtout, en fait, ils faisaient face aux jeux vidéo, à la concurrence des jeux vidéo, qui était une concurrence majeure, à la fois parce que c'était quelque chose de disruptif pour l'époque, et puis parce que c'était très engageant pour les jeunes, donc pour les enfants qui délaissaient donc les briques Lego. Et face à cette crise majeure, bah, le, le directeur de l'époque, qui était aussi l'héritier, les petits-fils du fondateur, s'est rendu compte que ces managers, ils étaient complètement désemparés. Ils ne savaient pas avoir une pensée créative et aller vers l'innovation. Et ça l'a interpellé parce que le cœur de Lego, c'est quand même la créativité. Ce qu'ils vendaient déjà à l'époque et ce qu'ils vendent depuis toujours, c'est d'être créatif. Ils jouaient bien pour être créatif. Lego, c'est les Goths, en fait, c'est des Danois et ça veut dire joue bien. Et c'est joue bien, ça veut dire joue en exprimant ta créativité. Et c'est tout ce qu'ils ne savaient pas faire en interne. Donc, ça a beaucoup interpellé. Donc, du coup, ils ont mené des recherches avec l'Institut de Lausanne, donc une école de haute études en management, et ils ont venu à élaborer une toute première version primitive de la méthode, qui était déjà une méthode de stratégie. Parce que l'idée, c'était d'aider les managers légaux à développer une stratégie d'innovation. Et donc, ils l'ont testé à l'interne. Et puis, pour faire court, ça a tellement bien marché que Lego a investi. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont fait des améliorations, ils ont investi avec du personnel, entre autres des personnes qui venaient des Lego Education, pour, euh, pour justement la développer. Et puis, à un moment donné, c'est devenu plus grand que ce qu'ils souhaitaient, enfin, ce qui était positif, hein, mais ils ont décidé donc de laisser ça à tout le monde. Donc, ils ont fait une version open source qui est d'ailleurs toujours disponible. C'est un manuel d'une quarantaine de pages qui explique un peu les origines, les principes, l'étiquette de la méthode, et ils l'ont mis à disposition de tout le monde. Et puis, bien évidemment, ceux qui ont travaillé à cette méthode, ils s'en sont, comment dire, ils ont continué à l'utiliser et l'ont fait progresser. C'est un peu comme d'autres approches, comme par exemple, je pense à la PNL, mais aussi à neurosciences appliquées. Enfin, en faisant, en fait, on améliore au fur et à mesure. Et en faisant, on l'a fait progresser. Et donc, ils sont partis en fait de la version open source pour faire des versions justement plus fines avec des techniques qu'on appelle avancées. Et c'est ce que voilà, c'est ce qu'ils apprennent, ils enseignent pardon, lors des formations. Je le mentionne parce que c'est comme ça que je peux dire que je suis certifiée dans la mesure où j'ai été formée justement par cette personne à la version avancée qui n'est pas la version open source de Lego, mais qui est une version que peut apprendre qu'en formation en se certifiant. Donc, l'open source aide à une version simple de la méthode. Et puis, si on veut avoir des versions plus sophistiquées qui permettent de faire de la stratégie d'innovation et puis d'aller plus loin en fait dans les ateliers avec les groupes, ben là, effectivement, faut se certifier. Puis, je crois que dans ta question, c'était comment je suis tombée là-dedans. Exactement. C'est tout à fait ça. Je pense que les briques étaient un peu dans mon destin. Parce que figure-toi qu'à l'époque, j'ai travaillé chez Lego Education. Bon, c'était en 2014. Et quand j'ai travaillé chez Lego Education, ma mission, si vous voulez, était de faire découvrir les jeux et la puissance du jeu pour apprendre auprès du monde de l'éducation. Il y a des kits Lego qui sont dédiés aux écoles, et ça va des écoles maternelles jusqu'à carrément l'école supérieure avec la robotique. C'est pas très connu parce que c'est un réseau dédié, mais ça existe. Et à l'époque, je m'occupais de ça. Et donc, j'étais tout le temps en train de questionner comment faire pour aider les enseignants, le monde de l'éducation à intégrer les jeux dans les apprentissages. Aujourd'hui, c'est un peu plus évident. À l'époque, c'était assez nouveau, au moins en France. Et en même temps, j'avais des problèmes que moi-même, j'avais à gérer des équipes de commerciaux qui n'étaient pas mes subordonnés parce qu'ils étaient les équipes commerciaux des distributeurs. J'avais à gérer des équipes marketing dans des pays différents. Donc, c'était quand même des équipes qu'il fallait coordonner et en même temps sur lesquelles j'avais aucune légitimité, aucune autorité en termes de hiérarchie. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à appliquer les jeux
parce que je me suis dit, bon, quitte à vendre du jeu, vendons-les en interne. Et j'ai commencé à expérimenter les kits Lego Education. Et puis un jour, en passant dans les couloirs chez Lego au Danemark, j'ai vu carrément des personnes qui faisaient des réunions avec des briques Lego. Et là, je me suis dit, bah tiens, mais c'est un peu ce que je voudrais faire. Et donc, j'ai creusé la question, j'ai découvert la méthode, et puis là, j'ai décidé de me former parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire des briques utilisées avec donc des outils en fait utilisés avec une méthode structurée, mais qui soient adaptés en fait aux problématiques plutôt des adultes. Et voilà. Et je suis tombée là-dedans et je suis toujours pas sortie, apparemment, comme vous pouvez les voir. Ça fait partie de mon quotidien, il faut dire. Et donc, tu n'en es tellement pas sorti que tu as eu l'occasion de travailler sur l'émotion que suscitent ces petites briques, puisque nous tous, dès qu'on voit un petit morceau de Lego, on a forcément envie de l'emboîter avec un autre petit morceau de Lego. Et c'est vrai, et c'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu creusé ça, c'est un peu mon côté curieux. Et en même temps, on me disait tout à l'heure, on m'appelle professore. Parce que j'aime bien étudier, j'aime bien creuser les questions. Je pense que quand on comprend la théorie derrière, en fait, ça devient plus facile de proposer les choses et de les faire accepter aussi aux autres. Et alors là, en fait, j'ai pas envie de passer tout de suite à la théorie, on va passer à la pratique. Mais là, est-ce que vous entendez les bruits? Oui. Voilà, donc on entend les bruits. Donc en vrai, c'est plus agréable. Vous voyez les couleurs, vous voyez les formes, en fait. Je vous montre ces briques, ces couleurs brillantes. Orange, rose, mais même carrément, je les mets dans mes mains. En fait, ça vous fait quel effet comme ça d'emblée? Bah, je pense, j'anticipe pour vous parce que comme ça, je reste cohérente dans mon discours. En fait, en général, dès qu'on voit cette masse des briques, on a tout de suite une émotion plutôt positive, une sensation positive. Pourquoi? Parce que ces briques, par leur variété, par plein de caractéristiques, nous évoquent carrément des sensations qui sont immédiates, hein, dont on n'a pas forcément conscience. Bah, déjà, la couleur. Quand on a affaire à des briques Lego, c'est souvent des morceaux de plastique très lumineux. Et donc, qui dit couleur et lumière, dit énergie. Donc, notre corps reçoit en termes d'émotions, des sensations, carrément, avant de parler d'émotions, reçoit une sorte d'énergie qui nous met dans un état positif. Ensuite, on a l'abondance. Alors là, c'est un petit extrait, les kits qu'on peut avoir en atelier, mais multipliez ça par 20 et vous aurez un gros lot de briques où on n'a qu'une seule envie, et c'est ce que je constate lorsque j'ai fait les ateliers, c'est de mettre les mains dedans. Donc de les toucher, de les voir, de les entendre aussi. Ça met tout de suite, pareil, en joie, parce que, pareil, cette variété et cette abondance nous transmet une sensation de plaisir. Donc le plaisir d'avoir beaucoup de choses et beaucoup de choses variées, pas beaucoup de la même chose en fait. Variété des couleurs, variété des formes. Et ça aussi, ça contribue à nous mettre en joie. En gros, en fait, la brique Lego, je résume parce qu'il y a aussi plein d'autres choses, mais la brique Lego possède en elle-même des choses que d'autres supports de facilitation comme les post-it ou comme des briques en bois, par exemple, n'ont pas. Elle possède beaucoup des caractéristiques de ce qu'on appelle l'esthétique de la joie. Donc, beaucoup de caractéristiques que, ne serait-ce que par leur présence, tout de suite nous prédisposent à un état positif, un état agréable, pas forcément positif, mais agréable, et qui prépare en fait un état de joie. Ça, c'est pas ma recherche, c'est plutôt la recherche d'une designeuse, chercheuse justement en design qui s'est vraiment focalisée sur l'esthétique de la joie et qui est arrivée à trouver ça et qui s'appelle Ingrid Fettel-Lich. Donc, il y a un blog, elle a fait un sujet à TEDx et puis un livre au sujet de ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que effectivement, ce qu'elle dit, c'est que les objets de notre quotidien par leur forme, par leur présence, leur abondance ou leur disposition, peuvent nous mettre en joie, peuvent nous induire en fait en état agréable dans ces sensations et dans nous mettre en joie. Et bien, les briques ont ça. Et c'est épatant parce que j'ai facilité depuis 2012 et avant, je faisais de la facilitation. Bon, je fais toujours de la facilitation créative, j'aime beaucoup ça. Mais quand je propose des tables avec plein de ficelles, plein de crayons colorés, plein de papiers, certains sont heureux, sont vraiment contents. D'autres, ils font des grimaces du style, on se croirait plutôt à la maternelle. Et d'autres sont un peu effrayés par la syndrome de la page blanche, de dessiner, etc. Je ne vois jamais ça avec les briques Lego.
il y en a qui peuvent dire qu'ils sont un peu réfractaires, mais systématiquement, en fait, au bout de même pas quelques minutes, ils commencent à mettre les mains dans les briques. C'est 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 magique, c'est vraiment quelque chose que les briques ont et que d'autres outils n'ont pas. C'est aussi lié au fait qu'elles sont aussi, très intuitives, très simples d'accès. En fait, on comprend très rapidement, même si on n'a jamais utilisé des briques, on peut les imbriquer. J'ai eu les cas d'une japonaise, en fait, elle avait mis les briques comme ça, mais peu importe. Elle a quand même compris on peut les assembler ensemble. Et une fois qu'on a compris ça, et ça s'est fait très rapidement, bah, du coup, ça ouvre le monde le champ des possibles. Parce qu'à partir de là, je peux construire tout ce que je veux. Et construire tout ce que je veux dans les ateliers Lego Serious Play, ça veut dire exprimer tous mes ressentis, toutes mes idées, toutes mes émotions en liberté. Et là, je reprends ce que dit Mitch Resnick, qui est un des responsables en fait, du pôle recherche des MIT pour tout ce qui est apprentissage, nouveaux apprentissages et qui travaille beaucoup avec Lego d'ailleurs, bah, la brique Lego, les jeux du Lego, quand c'est du jeu de construction libre, hein, donc quand c'est construire en liberté et pas forcément reproduire un modèle, ça c'est encore autre chose. Mais quand on peut construire en liberté avec toutes ces formes et toutes ces couleurs, bah, en gros, c'est comme si on offrait aux enfants et aux adultes la possibilité de bâtir quelque chose des livres et cette liberté est liée au fait qu'il y a un sol très bas, donc c'est facile d'accès, mais en même temps, le plafond de la maison, enfin, si on prend la métaphore de la maison, est très élevé. Pourquoi? Parce que je sois un expert des Lego ou que je sois un débutant, il y a une telle variété des formes, plus techniques, plus simples, des figurines, des arbres. Voilà, là j'ai un casque par exemple. Bah, que je sois un expert des Lego ou que je sois un débutant, je peux progresser dans la construction en faisant des choses des plus simples aux plus complexes. Et puis aussi, avec les briques Lego, je ne suis pas limitée comme dans un Serious Game, par exemple, où les focus, les thèmes du jeu est prédécidé, on va dire. On peut le adapter un petit peu, mais on reste, si c'est un Serious Game pour apprendre à faire un business plan, on ne sort pas de là, en fait. Avec les briques Lego, on peut choisir un sujet et ces sujets peuvent être abordés des mille façons. Donc, c'est ce que je disais dans une autre conversation que l'a eu Nathalie, c'est d'avoir une maison, si on reprend la métaphore de la maison, donc avec un sol bas, facile d'accès, avec un plafond très haut où tout le monde peut progresser à sa mesure, même si on est des experts des constructions ou on est des experts des Lego, bah, on peut toujours progresser. Et des murs très élargis, et cette fois-ci, j'ai bien dit élargi, Espacé, espacé, espacé. espacé, pardon, espacé, très espacé. Donc ça veut dire que si je donne un sujet, donc comment définir un business ou comment améliorer la façon de travailler ensemble, bah, les murs sont très espacés et donc permettent à chacun de s'exprimer en liberté dans cet espace large, donc avec son point de vue particulier et les points de vue peuvent être très différents. Donc, le même sujet peut être abordé de façon très vaste, oui, très différente. Je perds mes mots. Et cette liberté est énorme et c'est ce qui intrigue tout de suite. Ce potentiel de liberté, on le ressent. Lorsqu'on est face à une boîte de Lego, on le ressent. C'est ce qui met en joie les enfants, mais c'est ce qui met en joie les adultes aussi, hein. C'est cette abondance, harmonie, liberté, couleur, énergie et liberté des champs des possibles. Donc, c'est plus que un jouet, en fait. Et C'est donc, tu as plongé toi-même tes petites mains dans ta boîte de Lego pour nous construire, pour qu'on puisse visualiser, maintenant que tu nous as expliqué le principe de la méthode, qu'on puisse visualiser ce que tu souhaitais apporter à ce live avec ton interview. Oui, alors là, on a vu un peu la valeur de la brique, mais c'est vrai que la méthode va bien au-delà. C'est pas juste les briques, c'est vraiment, ça va au-delà. Et donc, pour vous la montrer, effectivement, je me suis appliquée et j'ai préconstruit, parce que je n'aurais pas eu le temps là, j'ai préconstruit ce que j'aurais voulu apporter avec cette interview. Je vous le montre là et je vous le raconte et après on les décrypte. En gros, en fait, ce que je souhaite apporter avec cette interview, là c'est moi, en fait, c'est par mon expérience, là, c'est mon expérience, j'aimerais bien vous apporter à la fois un peu des connaissances de cette méthode que je pratique maintenant depuis 9 ans et aussi, hop, de la curiosité. La curiosité, en fait, par rapport à cette méthode et j'aimerais bien faire en sorte que
tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, grâce à la présence bienveillante d'Olivier et aussi grâce au questionnement clarifiant et stratégique de Nathalie, faire en sorte que toutes ces personnes qui sont autour de la table puissent trouver quelque chose dans la méthode. Donc, la méthode est riche de différents aspects, mais nous aussi, on arrive ici avec plusieurs intentions. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est prévenu par rapport à la méthode, ou quelqu'un qui est là juste pour le plaisir d'être là, donc il n'a rien à faire par rapport à la méthode, ou quelqu'un qui, au contraire, est très curieux de la méthode, ou quelqu'un qui est déjà facilitateur et veut en savoir plus pour voir si c'est quelque chose qui lui convient, ou quelqu'un qui est un facilitateur expérimenté. Mais j'espère, dans chacun de vous, faire en sorte d'enclencher en fait la mallette, enfin, comment dire, la lèvre, enfin, le dispositif de la curiosité, pour faire en sorte que chacun et chacune puisse trouver son lien, ce lien, plutôt que ce lien, plutôt que celui-là, plutôt que celui-là, plutôt que celui-là encore, en fonction de ce qu'on cherche et de l'intention avec laquelle on vient, trouver ces liens avec la méthode pour pouvoir surtout en comprendre les différentes composantes, mais surtout en fait la valeur qu'elle apporte aux différents collectifs, malgré voilà, la diversité des collectifs. Ça, c'était mon intention. J'espère que ça vous a plu. C'est très joli. En plus, tu l'as très coloré, celui-là. C'est très, très Oui, joli. en fait, par rapport à la dernière fois, je me suis donné plus de choix. Parce que c'est vrai que quand on est des constructeurs un peu expérimentés, on va les dire comme ça, on a besoin en fait de plus de variété des briques pour pouvoir s'exprimer. Là, j'avais beaucoup de choses à dire, donc je l'ai fait beaucoup plus riche. C'est pas nécessaire, hein, chacun fait à sa guise, mais là, j'ai pouvais, donc je l'ai fait parce que j'avais aussi plus de matériel. Décryptons ce qui s'est passé. Voilà. Alors, en gros, en fait, j'avais un sujet, donc qu'est-ce que je voulais apporter, quelle était mon intention pour cette interview. Et au lieu de vous le raconter comme ça, juste un mot, je l'ai construit d'abord pour pouvoir vous les présenter. Et là, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle le processus cœur de la méthode, qui est fait de 3 étapes dans la version open source, 4 étapes dans la version de l'Association of Master Trainers, dans ceux qui l'ont développé. Donc, la première étape, bah, Nathalie m'a posé un sujet, donc il y a un challenge pour moi, donc répondre à la question quelle est ton intention par rapport à cette interview. La deuxième étape, c'est de construire la réponse, non pas juste avec les mots dans sa tête, mais avec les mains dans la réalité. On verra pourquoi. Et la troisième étape, c'est de partager avec les autres. Et puis, dans les versions avancées, la quatrième étape, c'est de réfléchir en individuel ou ensemble par rapport à ce que nous avons partagé et ce qu'on peut en tirer comme apprentissage. Donc, si j'en reviens à ce que j'ai construit, je vous ai fait une histoire de ce que je voudrais apporter. Alors, en quoi ça change d'utiliser ces processus et d'utiliser les briques par rapport à juste vous raconter mon intention aujourd'hui, ce serait de... déjà, j'aide beaucoup mon expression à moi dans la façon de construire ma pensée, de structurer ma pensée. Là, on rentre dans ce que, en termes de théorie, on appelle le constructionnisme, qui dit que quand on construit sa pensée dans la réalité, en fait, on le construit aussi dans sa tête. Donc, j'ai commencé à construire certaines briques. J'ai commencé par poser moi et mon expérience de la méthode. Et puis, il y a des idées qui me sont venues. J'ai eu l'idée de, voilà, de représenter qu'est-ce que j'ai de la méthode. Mon expérience me donne de la connaissance que tout le monde n'a pas forcément. Ceux qui n'ont jamais vécu la méthode ne l'ont pas. Et après, ce que je voudrais apporter, c'est plutôt de la curiosité. Donc, et au fur et à mesure, en fait, à force de construire avec les briques, c'est dans ma tête aussi que ça se structure. C'est dans ma tête que ça se construit. Et en plus, une fois que je l'ai construit, il n'est plus que dans ma tête. Il est carrément dans la réalité. Donc, ma pensée se structure dans la tête, mais se structure aussi dans la réalité. Et les deux processus s'entraident. Donc, construire dans la réalité m'aide à construire ma pensée, qui m'aide aussi à affiner ma construction. Tout ça, ça s'est nourri en fait. Et l'avantage, c'est que, tiens, je me suis trompée. Par exemple, je pense qu'Olivier ne devrait pas avoir un pont parce que lui connaît déjà la méthode. Je peux enlever. Et puis finalement, je change d'avis. Maintenant, lui aussi, il peut avoir son avis sur la méthode. J'y rajoute. Ça, c'est la magie des Lego. Et les restes, je ne me perds pas en fait. Je ne l'oublie pas. Il est toujours là. Donc, si je suis perdue, si j'ai une dérive des pensées, si j'ai un blanc, je peux toujours les retrouver. Ça, c'est pour la construction en fait de ma pensée et la construction du modèle. L'effet de mettre les mains dans les briques peut être un peu être une impulsion en fait à la pensée. Parce que utiliser les mains déjà du fait de la motricité fine, en fait, ça active plusieurs zones du cerveau et parce que les briques m'inspirent.
je vois cette forme et je pense par exemple à une protection. Ou je vois cette forme, voilà, je pense à quelque chose qui pousse. Donc, c'est des points de départ pour ma pensée, qui m'aident en fait à formuler ma pensée. Donc, dans ces cas-là, pour moi, c'était les points de départ, c'était mon expérience et cette petite dispositif qui me fait penser à enclencher ou enfin enclencher quelque chose. Ensuite, une fois que j'ai construit ma réponse, bah, il s'agit de la partager avec les autres. Pourquoi c'est plus facile pour moi? Parce que, comme je vous le disais, je peux voir ce que j'ai construit, donc je peux reconstruire ma pensée telle que je l'ai, le parcours en fait de ma pensée tel qu'il est né. Donc moi, mon expérience que je veux vous apporter, vous êtes tous différentes, mais je me reviens que vous découvriez différents aspects, en fait, différentes couleurs de la méthode pour créer un lien et voir votre intérêt avec les liens. Le tout avec l'aide de Olivier, sa présence bienveillance, donc la bienveillance, et la clarification de Nathalie. Donc, si je suis quelqu'un de timide ou quelqu'un qui a tendance à se distraire, bah, le fait que j'ai raconté quelque chose qui est là, bah, ça m'aide énormément. Ça m'aide parce que je peux retrouver ma pensée, j'ai juste à la raconter. Donc, je n'ai pas besoin de faire un super exposé. Donc, j'ai juste besoin de raconter ce que j'ai construit et ça me facilite beaucoup. Et en plus, en termes émotionnels, lorsque je parle, j'imagine que vous ne regardez pas mes yeux, vous regardez plutôt ce que je vous indique. Donc pour moi aussi, l'effet qu'on regarde ce que j'ai fait dans mon ma construction plutôt que moi-même, c'est moins stressant. Du côté de votre côté, en fait, pourquoi c'est plus intéressant de travailler comme ça? Parce que je vous montre ce que j'ai dit. Donc, vous n'avez pas juste à écouter, mais vous écoutez avec les yeux. On aime bien dire ça dans la méthode Lego Serious Play. Donc, je vous indique les différents partie de mon modèle et en voyant, quand je vous montre ces groupes de plantes en Lego qui sont là, je vous ai dit, c'est la valeur que la méthode peut apporter aux différents types de collectifs. Maintenant, vous avez compris que pour moi, ça, c'est des collectifs et c'est aussi ça représente aussi ce que la méthode apporte à ces collectifs. Je vous enlève la construction, vous allez vous souvenir de ça. Comment? Parce que vous pensez à un arbre, vous associez collectif. Donc, j'utilise des métaphores en briques qui, chez vous, éveillent des images qui ont des sensations aussi pour vous et qui vous rendent plus clair ce que je veux dire, même si, par exemple, si je ne maîtrise pas suffisamment la langue, je n'exprime pas bien, en fait, ce que je veux dire, mais vous les voyez là, en fait. Quand je voulais dire à quelqu'un qui est prévenu, bah, j'ai un casque et un bouclier qui l'indique. Donc, même si je n'ai pas bien dit quelqu'un qui a des préjugés et qui est des prévenus, bah, on comprend un peu ce que je veux dire. Et en plus, ces images vous permettent de mémoriser ce que je voulais dire. Donc, c'est plus facile d'avoir un récit avec des images et de le retenir que si je vous racontais ça juste avec des mots. À la fin, en fait, vous aurez les images et les mots pour vous souvenir. Vous saurez que ça, c'est Nathalie avec la clarification et ça, c'est Olivier qui apporte de la bienveillance. Et Oh là donc, là. Et, et Merci. voilà. Bien. donc, Nathalie. Oui, et donc, est-ce qu'on peut terminer un petit peu rapidement, Nadia, si tu veux bien, enfin terminer. Sur un exemple, on a vu le principe de la méthode, on l'a vu de manière concrète avec ta construction, et peut-être que tu peux nous donner un exemple d'atelier que tu as pu animer avec la méthode? oui, alors j'essaie d'aller rapidement parce que là, on a vu qu'une construction individuelle, mais en fait, il faut imaginer que chacun a la sienne. Et après, on demande aux personnes de choisir quelque chose qui est essentiel pour eux et de les mettre ensemble dans une construction collective. Et c'est là qu'on peut construire donc une pensée collective, un imaginaire collectif, du collectif. Donc, ça, c'est l'autre spécificité de la méthode. Dans les ateliers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on pose un sujet et chacun réfléchit individuellement au sujet, partage ses sujets, ensuite chacun choisit la chose la plus importante pour lui par rapport au sujet et les met en commun. Et ce mise en commun, c'est traduit par une histoire qui n'est plus l'histoire individuelle, mais une histoire de tout le monde, où chacun se retrouve. Donc, des exemples concrets à partir de ça, c'est par exemple lorsqu'on doit construire la vision d'une équipe. Alors là, je pense par exemple à un atelier que j'ai mené en janvier. Là, c'était plutôt des professionnels de la formation en retail, donc la formation en point de vente, qui travaillaient. C'était une équipe internationale qui ne s'était jamais rencontrée et chacun travaillait dans son pays pour assurer en fait la formation du personnel des ventes dans les points de vente.
Or, les nouveaux directeurs voulaient absolument construire une communauté, des gens qui puissent s'entraider pour à la fois mettre en commun en fait, des pratiques et aussi les rendre plus homogènes. Donc, dans l'atelier, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte déjà de construire chacun son expertise et son état d'esprit en fait vis-à-vis du métier pour qu'ils puissent se connaître les uns les autres et aussi stratégiquement pour qu'ils puissent savoir qui a les mindsets, l'état d'esprit les plus appropriés ou l'expertise la plus appropriée pour m'aider lorsque j'ai fait face à une situation problématique ou une situation où je ne peux pas m'en sortir tout seul. Déjà, mieux se connaître, non pas dans les rôles, mais vraiment dans les expertises. Et une fois qu'on a fait ça, on a construit chacun sa vision en fait de l'excellence dans la formation en point de vente et chacun a choisi son point clé dans sa vision d'excellence. Et il y en a qui ont choisi, par exemple, le fait de maîtriser les sujets, d'autres qui ont choisi le fait de savoir impliquer les personnes en formation et ainsi de suite. Et chacun est arrivé avec sa petite brique, sa petite métaphore en 3D. Et l'ensemble de ces métaphores a été mis en système, une sorte de paysage, pour voir que finalement la vision de chacun pouvait être mise en cohérence avec la vision des autres. Et donc, réfléchissant, on a construit une vision de ce qu'était l'excellence dans leur métier en interne du groupe. Et puis, à partir de ça, on a aussi vu, on a élargi les systèmes pour voir comment leur expertise rentrait en lien, donc pouvait apporter quelque chose à cette excellence. Et ça a été magique parce que autant ils étaient très habiles dans la construction de leur vision individuelle, c'est normal, ils ont l'habitude de travailler tout seuls, autant ils avaient vraiment du mal à mettre en commun et à construire une histoire. Mais ils l'ont fait et ça a été comme un déclic parce qu'ils ont compris en fait qu'ils peuvent, comme ils l'ont fait dans l'atelier, ils peuvent s'apporter quelque chose vraiment concrètement au quotidien. Et c'est ce avec quoi ils sont répartis. Une vision commune, mais aussi comment dire, un engagement, une action que chacun voulait mettre en pratique pour rester en lien après cet atelier. Et surtout, ils ont construit en simulant en fait des situations problématiques qui pouvaient s'avérer vis-à-vis de leur système des visions de l'excellence dans la formation en point de vente, bah, à partir de simulations des jeux, en fait, des simulations de comment le système pouvait réagir, ils ont construit carrément vraiment les manifestes de l'excellence au sein du groupe en termes de formation en retail, ce qui veut dire en gros les principes directeurs à suivre quoi qu'il arrive et qui appartient à tous les membres de cette communauté, de ces groupes, les principes directeurs donc à suivre, quoi qu'il arrive, pour assurer au quotidien une prestation d'excellence. Et tout ça, et c'est ça qui est assez magique aussi, en une journée, avec des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Merci beaucoup, Nadia. J'étais un peu rapide, mais bon. Non, c'était parfait. Franchement, c'était absolument parfait. Donc, l'idée maintenant, c'est d'accueillir toutes vos questions. Je vois des petits pouces qui s'élèvent. Vous pouvez les mettre dans le chat, je vais les prendre dans ma voix. Et peut-être, Olivier, que tu peux ouvrir le bal des questions du public? Oui, alors une question très simple, puisque la méthode est aussi claire et le jeu est aussi puissant. Pourquoi c'est important que ce soit un facilitateur qui, justement, prenne en main la méthode pour la mettre, justement, au service d'une démarche collective? Mm. Oui, c'est une question très importante. Euh, la méthode, c'est du serious play, donc c'est pas du serious game, donc les jeux ne se tiennent pas tout seuls. Il faut un facilitateur à la fois pour mettre déjà au démarrage tout le monde au même niveau, parce qu'on a l'habitude d'utiliser les briques plutôt pour construire des maisons ou des supermarchés, comme on disait tout à l'heure, donc des prototypes. Mais là, il ne s'agit plus de travailler sur des prototypes. Là, j'utilise une brique qui est cet arbre, mais ce n'est plus un arbre, c'est la métaphore d'un collectif. Et Hmm. donc, il faut mettre en mesure de créer les conditions pour que tout le monde apprenne ces langages-là. Donc, ça, c'est déjà le premier rôle, dans un rôle un peu de construction des compétences. Ensuite, le facilitateur, il est essentiel pour assurer en fait les cadres de la méthode, donc assurer que tout le monde ait son temps de parole et que lorsqu'on construit, ce qu'on a construit, donc nos pensées, soient respectées. Donc, qu'il n'y ait pas d'interprétation ou qu'au fur et à mesure qu'on joue, en fait, il n'y a pas de changement de sens. Si pour moi, ça, c'est un collectif, bah, ça ne deviendra pas de la créativité par la suite, le symbole, la métaphore de la créativité, parce que quelqu'un préfère l'utiliser comme ça. Non. Et c'est très important parce que ce n'est pas juste respecter en sens, mais c'est respecter la personne qui a posé ses sens. Et puis, ça sert aussi, en fait, pour gérer la dynamique parce que, comme je disais dans les groupes dont je vous ai fait un exemple, c'est pas toujours évident de travailler en collectif. Eux, ils ne savaient pas les faire. Si j'avais pas été là pour les pousser, pour stimuler un peu avec les bonnes questions, la réflexion et la réflexion collective,
ils seraient restés dans leur position individuelle et chacun aurait construit une histoire individuelle qui n'aurait pas convenu aux autres. Donc, les facilitateurs, il est vraiment là pour poser les bonnes questions. Ça, c'est essentiel dans la méthode Lego Serious Play, mais en général dans la facilitation. Donc, des questions qui soient claires, mais sur lesquelles c'est pas si évident que ça d'y répondre, d'y répondre. Donc, qui soient stimulantes. Et en même temps, les facilitateurs, ils servent aussi à garantir en fait que les réponses soient écoutées et que tout questionnement ait lieu non pas sur la personne, pourquoi tu as construit le collectif en forme d'arbre ou pourquoi en fait tu as mis un bouclier ou pourquoi. Non, ça n'existe pas. En fait, on reste sur des questions sur les modèles. Donc, est-ce que cette brique a une signification? Est-ce que l'avoir positionné ces bonhommes en transverse en fait a de la signification? Oui, parce que c'est quelqu'un d'expérimenté, donc il peut se permettre des acrobaties et donc il peut se permettre. Enfin, voilà. Des fois, il y a une signification, des fois non, mais on reste sur ces modèles. Le risque étant que je commence à parler, comme ça arrive souvent dans les réunions, je commence à parler dans le collectif, on ne sait pas travailler, et on ne sait pas travailler parce que ceci, parce que cela, et je ne suis plus dans les sujets, mais je dérive en d'autres choses, parfois en boucle. Donc, les facilitateurs, il est garant en fait de la pertinence des échanges, de l'intention aussi positive et bienveillante des échanges. Et puis, bien sûr, du déroulement de la méthode pour qu'on puisse aller de l'individuel vers les collectifs en respectant les différentes techniques qui composent la méthode. Merci Nadia. Nathalie, je crois qu'il y a des questions. Tout à fait. Alors, Peggy te demande, a-t-on du recul sur ce que donnent les résultats dans le long terme, pérennité de ce qui a été atteint, par rapport à d'autres méthodes? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des études qui sont menées par rapport à ça, des études universitaires. Ils sont plus en général sur les jeux. Il y en a maintenant aussi sur la méthode Lego Serious Play. Moi, je ne peux pas dire que j'ai du recul scientifique. Ce que je peux dire, c'est que dans mon expérience, lorsque j'ai utilisé la méthode Lego Serious Play, on est allé plus rapidement à l'essentiel de la question, du sujet, que si j'utilisais des méthodes comme par exemple, là je prends, enfin, je ne veux pas nommer d'autres méthodes, mais des techniques de discussion, même structurées, où on a tendance je prends la technique du cercle ou de l'aquarium comment dire, pour clôturer par exemple une journée de réflexion. C'est bien parce que c'est une très belle technique et ça dépend aussi de beaucoup de comment on la facilite. Mais c'est vrai que il peut y avoir à nouveau des gens qui prennent la parole pour polémiquer si c'est leur l'habitude de se positionner au sein du groupe. Alors que si on clôture l'activité avec la construction d'un petit modèle, en général, il y a quand même des règles à suivre pour la construction et c'est des formulations positives. Donc, c'est difficile de commencer à polémiquer lorsque on a construit un modèle, on doit s'y tenir au modèle. Parce que si on commence à faire de la polémique, le facilitateur est là pour questionner les modèles et dire où tu vois ça dans les modèles. Si tu l'as construit, ça n'existe pas. Et donc, on reste un peu plus cohérent. Donc, dans la pratique, je constate que ça aide beaucoup plus à fluidifier les échanges et à rester plus pertinent dans l'intention des échanges aussi. Et puis, ça rend plus facile, c'est aussi un médiateur à la brique, ça rend plus facile les confrontations un peu difficiles. Imaginons 2 personnes qui se parlent peu, ça m'est arrivé en fait au quotidien. Lorsque sont autour de la table, le fait de se parler par briques interposées, ça permet de dire des choses parce que c'est pas moi qui les dis en fait, c'est là, c'est posé en fait sur les modèles, donc c'est raconté dans les modèles. Il y a une sorte de médiation. Ce n'est plus une confrontation directe et donc ça libère beaucoup la parole. En ça, c'est plus efficace que, des méthodes de dialogue, ou d'autres, bon après moi, je suis un peu, Alors, partisane. justement, il y a une question. Est-ce qu'il y a des cas d'usage ou des questions qui s'adaptent plus au Lego Serious Play ou d'autres pas du tout avec, je s'appelle prénom. Laetitia qui demande avec des exemples et quelles sont les limites de l'outil ou de la méthode pour être plus précise. Alors, sûrement, c'est une méthode brillante lorsqu'il faut, faciliter la communication. Donc quand on dit faciliter la communication et les interactions, c'est tout ce qui demande de construire, une vision commune et puis dès là, en fait, construire une stratégie, par exemple, pour mieux travailler ensemble, mais aussi comment dire? Pour, innover dans les marchés, pour lancer un nouveau produit, ainsi de suite. Donc c'est brillant quand on doit mener une réflexion collective en temps record et c'est comprendre rapidement, surtout quand nous sommes des personnes qui nous ne connaissons pas forcément bien.
personnes qui travaillent à distance ou, par exemple, ou des personnes qui représentent comment dire, des départements, différents départements de l'entreprise et qui ont très peu de temps de se côtoyer, en même temps, ont des enjeux très forts qu'ils doivent mettre en commun. Donc, pour fluidifier la communication, pour se clarifier, pour construire un imaginaire collectif, ça, c'est très puissant. C'est pas une méthode de formation, ça, c'est sûr. Ça sert pas, en fait, à transmettre des contenus. Pour ça, elle est pas faite pour ça, en fait. Elle sert pas à ça. Elle sert pas non plus à faire du prototypage, hein. Il y a d'autres méthodes qui servent à ça et qui sont beaucoup plus efficaces. Là, vraiment, on représente par métaphore et non pas par illustration. Je dirais que pour moi, en fait, elle est moins efficace que d'autres méthodes pour faire de la créativité. De la génération d'idées en brainstorming, pour l'avoir testé, je trouve que ça freine. Bon, d'autres ont des avis différents du mien, mais pour moi, en fait, ça freine plutôt que d'accélérer le processus de divergence, notamment. C'est une méthode qui peut être très bien utilisée en rétrospective ou à la limite en convergence, mais en divergence, ça freine le processus. Et après, la dernière partie, la limite de l'outil. Bah, la limite de l'outil, c'est c'est une très bonne question. Quelle est la limite de l'outil? Bah, la limite de l'outil, c'est l'outil en lui-même, hein. C'est-à-dire, c'est l'effet que, des fois, en fait, il y a des gens qui aiment tellement les Lego et construire des Lego qu'ils oublient qu'ils ne sont pas là pour construire. Mais mais qui commencent à faire des constructions époustouflantes, mais qui sont complètement hors sujet. D'où l'importance de la facilitation. Donc, et la limite de l'outil, c'est que Lego est quand même une marque, donc c'est la même limite que j'ai rencontrée lorsque j'ai proposé dans le monde de l'éducation les kits Lego Education. Donc parfois, en fait, l'effet que ce soit une marque, tout de suite crée un peu, comment dire, de préjugés. L'effet, on est en train de me vendre quelque chose. Après, comme tout outil ludique ou créatif, il y a aussi l'appréhension d'être infantilisé. Et là aussi, en fait, la facilitation joue un rôle clé, tout comme comment dire, la présentation de la part de commanditaires vis-à-vis du groupe. Donc, comment on présente l'atelier? Sûrement, on ne doit pas le présenter comme un outil de divertissement parce que ce n'est pas le cas. Donc, pour se divertir ensemble, autant construire un château avec des briques où chacun construit en liberté ce qu'il veut. Mais c'est pas ça la méthode Lego Serious Play, c'est autre chose. Et puis aussi, c'est pas forcément un outil de team building. Le team building, c'est un effet qu'on va obtenir parce que, comme souvent dans la facilitation, on a une production, donc on agit sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de la cohésion et des interactions. Mais les team building, c'est pas forcément l'objectif primaire. L'objectif primaire, c'est vraiment une réflexion en intelligence collective sur un sujet clé, porteur et souvent problématique pour un collectif. Il y a une dernière question, Nadia. Est-ce que tu l'as déjà utilisé pour modéliser des sujets techniques type architecture IT qui vient de Marie? Non. La réponse Non, courte. c'est pas mon métier et puis c'est pas les buts justement de la méthode Lego Serious Play, c'est pas de modéliser des structures, c'est pas de prototyper, c'est plutôt de rentrer dans la métaphore et de raconter des idées, de raconter des suggestions. Là où ça peut être utile, c'est sur la vision du projet ou d'architecture qu'on veut avoir. Donc, est-ce qu'on veut construire ensemble? Quelle est notre vision, par exemple, de l'architecture idéale? Mais on construit la vision, non pas l'architecture finale. Merci beaucoup, Nadia.